qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes montent. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tienne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Prune et vous écoutez Casse-Muraille. Casse-Muraille, c'est une émission contre les prisons pour soutenir les prisonniers, prisonnières et leurs proches. Exceptionnellement, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire le direct, on est à Wattignies à la soirée organisée par Isonomia sur le thème « Nantes, ville antiraciste ?» Mais rassurez-vous, on vous a concocté une petite émission enregistrée à l'avance. Aujourd'hui, ça va être la suite de l'émission de la semaine dernière, où on avait écouté une prise de parole d'Aurélie Garand. Aurélie, c'est la sœur d'Angelo Garand, qui s'est fait tuer par le GIGN fin mars 2017. Le montage qu'on va écouter a été fait à partir d'un enregistrement réalisé lors d'une rencontre à Rennes, organisée en avril par la coordination anticarcérale 35, le collectif Vérité et Justice pour Babacar, le Front révolutionnaire antipatriarcal et l'émission 94 degrés à l'ombre. Aurélie était l'invitée d'honneur de cette rencontre et parle du meurtre de son frère par la police, de la prison et de la condition des gens du voyage en France. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Depuis qu'ils nous ont fait ça » aux éditions Au bout de la ville. Allez, on l'écoute tout de suite. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Dans ton livre, tu dis que la première manif où tu vas, c'est celle que tu organises. Ce que tu as décidé de faire et ce que vous avez décidé de faire, c'était de marcher. En fait, ça part de la vidéo que j'ai faite le jour. Suite à la vidéo du procureur, quand il parle de vérité judiciaire, de légitime défense, je dis mais je peux pas le laisser dire. Du coup, je fais une vidéo où je reprends ces points et je parle. Elle dure 7 minutes cette vidéo. Et sans m'en rendre compte, sans savoir ce que je voulais faire, je dis de toute façon on va marcher. Je dis ça parce que je sais ce qu'ils attendent de nous en fait. Au moment où ils tuent Angelo, j'étais en formation et j'apprends ça. Du coup, ce que je fais, je quitte la formation et je rentre chez moi. Et nous, on peut plus rentrer chez nous. Tout est déjà bouclé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà des cars de CRS arriver. On voit des dispositifs se mettre en place. Alors que vous venez juste de tuer mon frère. Et pendant que mes parents, ma famille, allait à la brigade en train de faire une déposition, il y a le procureur qui vient les voir juste après leur déposition. Et il regarde mes parents et il se frappe dans les mains, il dit toutes mes condoléances. Je vous annonce le décès de Garand Angelo. Par ailleurs, j'espère que ça fera pas comme en 2010. En fait, en 2010, il parle des débordements. En 2010, il parle des débordements parce qu'en 2010, les gendarmes ont tué aussi un autre voyageur, il s'appelait Luigi Duquenet. À Saint-Aignan.
Et il s'en est suivi ce qu'ils appellent des émeutes. Enfin, c'est des révoltes légitimes, quoi. Mais ils appellent ça les émeutes. Et en fait, là, ils veulent nous mettre encore dans cette case-là. Ils veulent encore dire, vous voyez ces gens-là, parce que c'est ce qui s'est passé pour Luigi. Les gens se sont révoltés. Il y a eu un reportage sur TF1, au journal. Il y avait la boulangère qui pleurait comme quoi elle avait peur. Enfin, on les voyait, ils tronçonnaient des arbres, en fait. Et à ce moment-là, 10 ans auparavant, déjà, comme j'habite dans la région, en fait, je sentais vraiment les gens, comment ils nous regardaient, nous les voyageurs, à ce moment-là. On avait l'impression que c'était nous qui avions fait quelque chose de mal. Que alors, pas du tout. Et dans les médias, ça a parlé des émeutes. Ça a très peu parlé de Luigi. Et là, quand ils ont tué Angelo et que je vois ça, et que mes parents me disent, il a dit, toutes mes condoléances en se frappant dans les mains, il parle de 2010. Il parle même pas de Luigi, lui. Il parle de 2010. Et c'est là que je les vois venir. J'ai voilà. J'ai en fait, c'est ça qu'ils attendent de nous encore. Ils attendent ça. Et moi, il y a qu'une chose, en fait. C'est Angelo, Angelo, Angelo. On n'oubliera pas Angelo, ça n'en est pas question. Et de là, je me dis, on fera pas comme vous voulez. On fera pas ça. On va faire quoi? Je sais pas ce qu'on va faire. On ira marcher, on ira voir les gens. On ira tendre la main et dire, c'est pas nous, on n'est pas méchants, c'est eux, ils ont fait ça. Parce qu'en fait, quand il y a des révoltes, c'est trop facile pour eux de criminaliser les révoltes. Parce qu'en fait, on est en colère, évidemment qu'on a envie de tout péter, c'est normal. Enfin, c'est vraiment normal, quoi. Mais je me suis dit, là, on peut pas se le permettre. Il faut qu'on aille voir les gens. Et heureusement, je suis contente. Parce qu'on a trouvé du soutien. On a rencontré, nous, les sœurs. Et ça fait du bien. C'est ça la force, en fait. C'est ça qui a permis de tenir. Est-ce que, toutes ces dernières années, suite à la première marche et tout, vous avez subi beaucoup de pression et de harcèlement de la police? Parce que moi, je viens de Paris et je pense beaucoup au collectif Vérité et Justice pour Adama, où la famille Traoré, elle a vraiment été... ça fait 10 ans que toute la famille se fait harceler par la police, par la justice. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup subi dans votre famille? Non, nous, comme je le dis dans le bouquin, quand je me fais arrêter, je peux pas m'en empêcher, quand je vois un uniforme, je peux pas m'en empêcher de parler d'Angelo, pas de leur rappeler. Et à chaque fois, seule chose qu'ils savent répondre, les gendarmes, c'est pas nous. On y est pour rien, c'est pas nous. Voilà. Mais c'est pas eux, mais si c'est eux quand même, puisqu'ils sont toujours gendarmes et ils savent. Du coup, ça en dit long, c'est pas nous. Ils disent pas, il l'a mérité, ou il fallait, ou c'est pas nous. Mais, si, c'est vous quand même, parce que, à partir du moment où tu sais tu sais dans quoi tu travailles, tu sais comment ça se passe, et tu continues. Du coup, j'estime que tu es d'accord avec ça. Et sinon, non, on n'a pas eu vraiment de pression. Quand on fait des marches, on sait qu'il y a beaucoup plus de police que pour d'autres marches. Il y a beaucoup plus ils attendent, en fait. Les révoltes qu'ils ont pas eu il y a 8 ans, peut-être qu'ils s'attendent qu'on déclare une marche pour les faire. Je sais pas quoi, mais non, voilà, ça va. Est-ce que tu peux raconter ton contact justement avec la police à la dernière manif à Blois? Parce que nous, ça nous a fait chaud au cœur. Enfin. Et en fait, on arrive pour marcher le 15 mars. La dernière fois, comme des cons. On nous donnait un tracé comme ça, nous on fait comme ça, et eux ils sauraient pas nous chercher partout dans la rue. Bah oui, la rue elle est à nous. Ils sont mal à suivre en fait. Bah la marche, ouais, normalement je devais la déclarer parce que toutes les marches qu'on a faites à Blois, on les a toujours déclarées pour dire, bah voilà, on est capable, on n'est pas... Mais bon, comme on venait d'avoir cette décision, j'estime que maintenant on n'a plus rien à prouver, qu'on n'est pas des animaux et que c'est toujours bien passé. Mais en fait, à l'arrivée pour la marche, en fait, ils étaient déjà là, les filles. Bien avant nous, bien avant... et ils étaient pas mal. Tu l'as pas déclaré, du coup, ça? Non, celle-là, elle n'était pas déclarée. Non, c'est pas déclaré. Non, celle-là, je l'avais pas déclarée. Et du coup, il y a le RG qui est venu nous voir. Il m'a dit, vous comptez marcher? Oui. Je lui ai donné le parcours sur lequel on veut avoir un parcours. J'ai dit, on compte marcher là. Et du coup, après lui, je l'ai pas revu. Et par contre, il y a la police
un policier qui me regardait de loin, ça, vous voyez, ils avaient les nerfs, quoi. On était là, hein. Et en fait, il vient et il se permet de me parler et il commençait à vouloir m'embobiner, à me dire oui, mais cette rue-là, c'est un sens interdit. Du coup, j'ai répondu, les sens interdits, c'est votre problème, c'est pas le mien. Déjà, on marchera où qu'on veut. Et déjà, j'ai crié filmez-moi quand je parle avec la police. Il a dit, oh, il n'y a pas de problème, j'ai allumé ma caméra. J'ai dit, en cas de problème, elle ne marchera pas, on le connaît aussi. Du coup, il y a quelqu'un qui a filmé. Et il continue à vouloir essayer de m'embobiner. Du coup, j'ai dit qu'on ne parlait pas à la police et que on va faire ce qu'on avait à faire. C'est toi qui décides. Ouais. Bon, acte. Félicitations. Du coup, ils ont fait leur travail. Il a fallu leur rappeler quand même quand ça a failli dégénérer avec une passante. Parce qu'ils étaient à côté, ils laissaient les gens nous insulter et rien. Alors du coup, j'ai commencé à crier, la police fait son travail. Parce qu'il faut pas qu'ils oublient aussi que c'est nous qui les payent, ces gens-là. Et que leur travail, c'est la sécurité publique. Et que, voilà, quoi. Je suis pas pour la police, je suis pas pour une police, mais puisqu'ils sont là pour nous obliger de les subir, autant qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, quoi. Vous avez eu des insultes de gens Ah oui, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents parce que la ville, c'était entouré que des bourgeois, en fait. Ouais. Ah bah, Blois, c'est très bourgeois. Ouais, ils sont pas contents, mais nous, on fait un monde de bien crier, ça va. Ah, ça a dû leur faire fou. Rien que de crier la police tue. Et les gens y passaient et pour eux non. Oui, même aujourd'hui encore en 2025, il y a des gens qui osent dire non, pourtant maintenant tout le monde le sait. Pas les bourgeois, ils voient pas le seuil là. C'est pas eux qui se font tuer. Non. De fait. Dans ton livre, tu rappelles aussi l'historique de répression et d'oppression que les voyageurs vivent depuis des siècles et si c'est ok, je voudrais juste lire la phrase que tu as dit. Comme ça, c'est plus simple. Donc, les nomades, c'est une catégorie administrative. C'était une catégorie administrative. Devaient aussi avoir un carnet collectif sur lequel étaient notés les noms de tous ceux qui voyageaient ensemble. Et si les Schmitt t'arrêtaient et qu'il manquait un des deux carnets, direction prison. Ils avaient un fichier central qui répertoriait tout ça, bien avant la carte d'identité obligatoire. On était les premiers fichés, ils savaient toujours qui était où, avec qui, ce qui a bien facilité la tâche pour tous nous enfermer quand ils ont décidé qu'on n'avait plus le droit de voyager. C'est une très vieille obsession pour l'État de chercher à nous domestiquer, à nous mettre dans les cases pour prendre le contrôle sur nous. Les carnets anthropométriques n'ont été supprimés qu'à la fin des années 1960. Alors, elle ne nous vient pas de nulle part, notre méfiance des gadgets, elle vient de l'histoire, et on en a tiré des leçons. Depuis qu'ils nous ont fait ça, on sait que l'État ne sera jamais de notre côté. En plus d'être les premiers fichés par le carnet anthropométrique, après il y a eu le carnet de circulation, on a été les premiers internés pendant la Seconde Guerre mondiale, et les derniers libérés aussi. Le jour, il y a la députée Ursula Soudé qui parlait, et j'ai vu après sur les réseaux la vague de moqueries, de haine, de tout ce qu'on veut, parce qu'elle a dit, ils ont été les premiers internés enfin, elle a pas dit 39-40, enfin, elle a dit 39-46. Et quand elle a dit 39-46, en fait, là, il y a eu toute une vague de moqueries, parce que, en fait, les gens, ils savent pas que, quand il y a eu la libération pendant la guerre, pas pour les voyageurs. Non, les voyageurs, il a fallu qu'ils attendent un an de plus. Et ça, sans reconnaissance encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, on a monté un collectif avec des jeunes voyageurs et on veut faire adopter une loi pour la reconnaissance du génocide des gens du voyage, puisque, en fait, on a besoin d'une reconnaissance. Pour Angelo, on n'a pas eu de reconnaissance du droit à la vie. Mais en même temps, je me dis, s'ils n'ont pas été capables de reconnaître leur saloperie du passé, pourquoi aujourd'hui ils reconnaîtraient la mise à mort d'Angelo? Et voilà ce que c'est aussi être un voyageur, c'est toujours être les cobayes en fait. J'ai l'impression que oui, c'est ça. Hein.
c'est une sorte de cobaye que après ça s'étend à toute la société. C'est comme on nous envoie une antenne du GIGN. Les antennes du GIGN, ils ont été créées en 2016 sous couvert d'attaques terroristes. Il y en a eu 6 de créées en 2016 après les attaques terroristes et du coup on sort de sources policières. Après la mort d'Angelo, il y a Mourad Guichard, un journaliste qui a fait ce travail, qui a été enquêté et qui détient de sources policières qu'il arrive souvent que les antennes du GIGN, ils font des entraînements chez les gens du voyage. Et moi, la vérité, c'est que je le crois. Je le crois parce qu'il faut bien les occuper, ces gens-là. Heureusement qu'il n'y a pas des attaques terroristes tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces antennes du GIGN, entre nous? Il faut bien les occuper. Et en fait, il s'avère qu'Angelo, il a été tué en mars 2017. Et il y a aussi un autre voyageur, Henri l'enfant, qui a été tué en septembre 2018 d'une balle dans la nuque. Il avait 22 ans, il était père de 2 petites filles. Voilà. Voilà ce que c'est être voyageur, c'est être fiché avant tout le monde, c'est être interné avant tout le monde, libéré après tout le monde. En fait, c'est être un peu le cobaye de tout ce qui va s'étendre, aller sur la société, quoi, parce que maintenant les antennes du GIGN, on les voit un peu partout, en fait, hein. Lors des gros rassemblements pour faire évacuer les gens, que alors avant le GIGN, c'est vraiment, en plus c'est fait pour la négociation, les prises d'otages, après ça s'est articulé sur l'antiterrorisme. Après, du coup, on s'est servi des voyageurs pour les faire exercer, et du coup, maintenant, ça va sur toute la population. C'est un peu comme le principe de la BAC. La BAC qui était expérimentée dans les quartiers. Nous, on les a expérimentés GIGN. Maintenant, la BAC, on la voit partout, et tout le monde prend des coups par la BAC. Et GIGN, en fait, c'est la même chose. En fait, les personnes racisées, ils sont les cobayes de l'État, et la société peut dire oui, ces gens-là on s'en fout, ces gens-là on s'en fout, mais tracasse-toi pas parce que ces gens-là ils prennent sur la gueule, demain c'est tout le monde qui prendra sur la tête. Et ouais, je pense que t'as complètement raison et on le voit aussi dans les techniques policières, les techniques de préfecture, de tout ce qui a été expérimenté, enfin toutes les techniques de maintien de l'ordre, de machin et tout ont d'abord été expérimentées dans les colonies françaises actuelles. Et en ce qui concerne le GIGN, il y a eu une attaque il y a quelques mois, donc assez récemment, en novembre 24, contre la famille Gurem. Oui. Une attaque monstrueuse, oui. Mais monstrueuse à tel point que il y a des personnes qui ont cru que c'était la guerre, quoi, parce qu'il y a des hélicoptères de la guerre, de l'armée. Et cette attaque-là, cette violence-là, c'était juste une personne de la famille qui était visée. Alors, je ne sais pas pour quel... C'est un gamin de 14 ans. Un gamin de 14 ans. Et donc, la famille Gurem, alors, toi, tu as connu Raymond Gurem, c'est quelqu'un que tu as aimé et qui a soutenu ta lutte, qui est un ancien résistant de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est devenu par la suite un militant de la liberté. Qui a été enfermé plusieurs fois. Et qui s'est évadé 9 fois. Et donc sur le campement de sa famille, il y avait une plaque commémorative pour lui. Les flics ont mis cette plaque à terre, et il y a même un flic qui a dit Hitler n'a pas fini le travail. C'est pour montrer à quel point aujourd'hui, parce que c'était en novembre 2024, aujourd'hui, les flics ils savent ce qu'ils font, hein, soi-disant ils obéissent aux ordres, oui d'accord, ils obéissent aux ordres, mais on sait qui c'est ces gens-là, ça veut dire. Et aussi, je pense que si vous demandez à ce que le génocide soit reconnu, c'est aussi parce que beaucoup de gens ont vu la montée du fascisme. Et Raymond Gurem, il avait prévenu les siens en disant que ça montait déjà du temps de Sarkozy, quoi. Donc le GIGN, mais c'est monstrueux, c'est une violence colossale. Alors le témoignage des gens de la famille Gurem, il est visible sur le média Cerveau non disponible. Et c'est intéressant à écouter parce qu'on se rend pas compte de l'extérieur à quel point c'est monstrueux, quoi. Et les flics, je pense qu'ils savent quand ils s'attaquent
un ancien résistant de la Deuxième Guerre mondiale, ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Oui, enfin, disons que l'attaque raciste, elle se double d'une attaque politique, c'est extrêmement grave. C'était où cette attaque-là? Alors les gens habitent je dirais au nord de Paris, dans la région. Dans l'Essonne, ouais. Moi, je voulais continuer sur je voulais rebondir sur le fait que vous avez été les derniers à être sortis en 46. Après les collaborateurs, je rappelle aussi. Et ce qui a été dit à la sortie quand on a sorti les voyageurs, c'était le concept, c'était on vous enferme, comme ça vous arrêterez de voyager et on va vous assigner à résidence et c'est après qu'est venu le concept des aires d'accueil entre grosses guillemets et cette loi de on va mettre des aires d'accueil et vous aurez eu le droit de vous installer que dans ces endroits et tous les autres espaces sont interdits et illégaux et vous serez réprimés si vous n'êtes pas dans ces aires et c'est vraiment ce truc de contrôle social de vraiment on sait où vous êtes et on veut que vous y restiez quoi. Bah oui, parce que maintenant, comme il n'y a plus de carnet de circulation, il n'y a plus besoin d'aller signer tous les 3 mois et savoir où t'es et qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Du coup, ça semblait peut-être un peu trop hors de contrôle et quand tu arrives sur une aire d'accueil, il faut que tu donnes ta pièce d'identité, tes cartes risques, ton assurance. Enfin, en fait, t'es fiché sur l'aire d'accueil. En fait, t'es fiché, ils savent où t'es et combien tu es. En fait, c'est la continuité de vouloir te mettre dans une case et de contrôler, de savoir ce que tu fais. Enfin, et quand bien même, souvent on dit oui, il y a des collectivités qui veulent pas mettre des aires d'accueil et ils ont tort. On va dire oui, mais en fait, si toutes les aires d'accueil qui devaient être faites étaient faites, ça voudrait dire que je crois que c'était William Hacker qui disait ça voudrait dire qu'il y a presque 94% de la France qui serait pas accessible aux voyageurs en fait et qui permettrait de savoir encore une fois où est qui quoi. Et donc encore une fois ça c'est vraiment du contrôle et du fichage. Les aires d'accueil franchement c'est pareil, il y a du boulot là-dessus, parce qu'en fait les aires d'accueil il devrait y en avoir beaucoup plus que ça. En fait, les communes, ils sont hors la loi, ils ont pas respecté le truc. Du coup, les gens, ils savent pas où aller. Puis, les aires d'accueil. Franchement, les aires d'accueil, c'est un sacré mot quand même. Les aires d'accueil. Sur du goudron, payer ça une fortune. Un parking, oui, la déchetterie, si t'as pas la station d'épuration à côté, c'est encore bien mieux. C'est un parking, en fait, que tu payes avec une douche à l'extérieur, du béton armé. Ça me fait penser à la prison, par contre. Les box, toilettes, les trucs sanitaires, c'est vraiment, ça fait vraiment truc de prison. On en revient à ça, et l'aire d'accueil, c'est juste un parking où tu as le droit de stationner, et que tu payes ça dépend des communes. Des fois, ça peut aller jusqu'à 4 € par jour, plus ton eau, ton électricité, et que tu payes aussi beaucoup plus cher que les habitants. Et enfin, c'est ça l'accueil. Et en plein été, quand il fait 40 degrés, avec du goudron, avec des enfants, des personnes âgées, des personnes malades, on sait que les gens du voyage, ils ont une espérance de vie en moyenne de 10 à 15 ans de moins ouais. Parce que, confronté à la pollution, le mode de vie, quoi. Il suffit qu'on rentre pas dans les cases où on nous met. On nous met, en fait, où il y a toujours du danger, de la pollution. Là, je pense aux femmes de Rochin LM. L'association d'Assovas qui se bat depuis plus de 10 ans en fait parce qu'ils ont fait un reportage aussi, ça s'appelle Nos poumons c'est du béton. Ils sont stationnés à côté d'une usine et ça arrête pas en fait. La présidente de l'association, elle a perdu sa mère il y a 3 mois d'un cancer, elle a perdu sa tante il y a 9 mois d'un cancer et c'est ça aussi être voyageur. C'est ça. Et les voyageurs qui voyagent pas, je me dis moi j'ai de la chance. Voilà, je sais où je suis et je suis libre, peut-être, on m'assigne pas à la résidence de l'aire d'accueil.
qui nous ont prévus, quoi. Ça vous coupe du reste du monde et du reste des gens aussi, en disant en fait vous, votre place c'est là et ce sera loin du centre-ville, du reste du monde et c'est aussi un peu pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire, enfin, comme tu disais, des interventions policières qui sont complètement disproportionnées parce que en fait personne n'est là pour le voir. Et puis en même temps, qui va se soucier de ces gens-là? Ça revient encore au truc de quand ils ont tué Angelo. Je me suis dit ça, bah oui, ils ont fait ça à nous. Pourquoi? Pas parce que nous on est des voyageurs, parce que nous dans leur idée on sait pas lire, on sait pas écrire. Et puis ce qui est dramatique, c'est ils se disent qui va se soucier de ces gens-là? Bah en fait il y a du monde. La preuve vous êtes là, il y a un peu de gens qui se soucient de ça, mais pas assez. Pas assez en fait. Il n'y a pas assez de gens qui se sentent concernés ou avoir envie d'aller voir justement ce qui s'y passe. Il y a une loi qui vient d'être adoptée le 3 avril pour durcir encore les conditions de voyage et d'accueil avec des amendes monstrueuses, des peines de prison aussi. Ils l'ont pas adopté. Ils l'ont pas adopté? Non, j'y étais. Ils l'ont retiré, mais... Ah bon? Non, ils l'ont retiré pour mieux la mettre après. Parce qu'en fait, ils l'ont retiré parce que c'était juste une histoire de temps. On parle de la prison, le temps, en fait, tout dans la vie, même en politique, que ce soit des décisions de justice, j'ai l'impression que tout se rapproche au temps. Ce jour-là, ils n'avaient pas le temps, parce que justement, ils débattaient des lois sur les prisons. Et j'y étais, mais j'ai pas trop bien compris comment ça marche, le 3 avril, même par rapport à la prison, je crois que c'est la catastrophe, ce que Darmanin a mis en place et ce que Darmanin veut. Le bracelet moins de 6 mois, apparemment, ça serait terminé. Il veut construire des petites prisons parce qu'il veut que les gens, même s'ils ont une journée de prison à faire, il faut qu'ils aillent en prison. C'est vraiment son objectif, c'est ça, la prison. Et en fait, la loi Albertini, elle n'est pas passée, mais c'est juste une histoire de temps. C'est qu'une histoire de temps. Et là, vraiment, il y a du souci à se faire. Oui, c'est encore une loi répressive. Il y a rien qui concerne l'accueil. C'est surtout que le préfet, à l'heure actuelle, le préfet, il est libre de faire intervenir les forces de l'ordre ou pas pour les stationnements soi-disant illicites. On est en France, on est dans notre pays et on est encore rendu à stationner illicitement dans des endroits qui nous appartiennent. Pour les stationnements illicites, en fait, le préfet, il a le choix de faire intervenir les forces de l'ordre. Si cette loi, elle passe, le préfet, il n'aura plus le choix. Il sera obligé. Ouais. Et moi, dans ce que je vois là, franchement, ça va être l'horreur. Ça va être combien de familles, matin, qui vont se faire tirer par les cheveux, les enfants qui pleurent, ça va être encore des traumatismes. Comme nous, on a des traumatismes sur des générations sur lesquelles on voudrait bien se dépêtrer. Et puis, voilà. Mais c'est pas en appliquant des trucs répressifs comme ça. C'est aussi la saisie du véhicule, 15 000 € d'amende, interdiction de revenir dans la commune pendant 10 jours. Enfin, ils sont bien malins. S'ils saisissent ton véhicule, comment tu pars de la commune? Enfin, il y a tout un tas de choses, mais si cette loi, elle passe, ça va s'étendre. Et en plus, là, il y en a qui diront, oh, ça concerne les voyageurs, ça ne nous concerne pas. Mais stationnement, alors ce qui dit stationnement illicite de regroupement de gens de voyage, ça reste des personnes. Quand les gens ils vont faire des teufs, des trucs ou des rassemblements non déclarés, du coup cette loi, je suis sûre qu'ils l'appliqueront aussi sur les pas gens de voyage. Et comme tout le système fait en fait, il en déverse ça. Quoi. Surtout les parasites, quoi. Tout se considère comme parasites. Voilà, c'est ça. Parce que je sais pas si tout le monde est au courant, mais il me semble bien que aujourd'hui, des habitats légers type camping-car, caravane, tout ça, même sur des terrains privés, on n'est pas censé avoir le droit, genre même dans ton jardin, tu n'es pas censé avoir le droit de poser une caravane ou je sais pas quoi, alors que... Non, ça dépend du statut de ton terrain. Ouais. Oh. Si c'est un terrain agricole, je peux pas. C'est ça, mais il y a des voyageurs justement et certaines personnes à Nantes qui ont été qui avaient des propriétés et ils ont reclassé leur terrain en terrain agricole, donc ils ont plus le droit de stationner. Et la maire avait explicitement nommé les gens de voyage et ça lui a été reproché. Du coup, elle a étendu à toutes les personnes, à des personnes plus générales. Est-ce que là, comme terme, mais à la base, elle a quand même dit les gens de voyage de manière très... Non, elle a dit non, c'est pas raciste.
Ah, mais quel enfer. Ok. Ça dépend des arrêtés municipaux, en fait, ça dépend de Ah chaque oui, commune. c'est au regard des... Ok. Moi, je reviens sur le petit bout de lecture. Je vais parler prison et engrenage carcéral. Il y a un... T'as tout un... Il y a... Je crois qu'on l'a pas dit en plus, mais ce livre, il est hyper court et hyper explicite. Et en peu de mots, tu dis un truc qui est énorme et enfin... C'est trop bien, merci beaucoup. Très dense. Et il est en vente. Il est en vente, tout à fait. Voilà. Voilà, c'est le petit moment, je pense. Mais, du coup, t'as un chapitre sur la prise d'otage. Et tu dis, j'ai parfois l'impression d'avoir passé toute ma vie là-dedans, en parlant de la prison, alors que je n'ai jamais été condamnée par un tribunal. Mais quand c'est pas ton grand frère, c'est ton petit frère. Quand c'est pas un de tes pères, c'est ton père. Et tout ça, et ce truc d'engrenage, je voudrais en revenir là-dedans et de la difficulté aussi que c'est en tant que proche de personnes incarcérées de ne pas avoir accès non plus à cette prison, mais d'y aller tous les jours au parloir et de toujours revenir là-dedans. Et voilà, si tu voulais parler de ça. Ouais, parce que c'est ça aussi la mise à mort d'Angelo, c'est que mon père déjà il a été en prison, il avait 13 ans. Mon père, il a été en prison très jeune, du coup, il a connu ça tout le temps. Et comme, une étiquette comme quoi, on l'endosse. Et moi, quand j'étais petite, j'allais voir mon père en prison. Et après, j'allais voir mon frère, après, j'allais voir mon petit frère. Et, en fait, c'est dur aussi d'être famille de prisonnier. Je sais pas ce que c'est d'être prisonnière. Je sais que ça doit être dur. Mais la famille dehors aussi, c'est dur pour la famille dehors. Parce qu'en fait, tout repose sur ceux qui sont dehors. Quand ils sont à l'intérieur, les personnes, ils peuvent rien faire. Du coup, tout repose sur nous. Et c'est dur. Et depuis, en fait, je suis jamais retournée en prison. Et j'espère plus jamais retourner en prison. Parce que ça, c'est le stress, même que tu as été toute ta vie derrière au parloir, même que tu as fait ça toute ta vie, c'est un stress en fait. Rien que d'arriver devant la porte de prison, c'est un stress. Rien qu'on va t'appeler par ton nom de famille, même pas madame ou machin, c'est même pas famille, garant, c'est garant. Là, on n'est rien en fait. Et c'est quand on n'est rien comme ça qu'on se rend compte que même eux à l'intérieur aussi, ils sont encore plus rien. Ils sont que un numéro. Il y a plus d'humanité. Il y a rien. C'est vide. C'est des robots. Et c'est violent, en fait. C'est un stress d'aller en prison. T'as pas la notion du temps. C'est au bon vouloir, en fait, des matons. Faut dire la vérité. Tout tient à eux. Tout tient à l'État, en fait. Et je trouve que la prison, c'est un truc à abolir, comme la police. Tout le monde ça, oui, quelle punition. En fait, dès le début, ça m'a tenu à cœur de parler de la prison, parce qu'on nous met en prison pour soi-disant nous punir. Mais quelle punition. Enfin, qu'est-ce que tu comprends si tu te retrouves enfermé entre quatre murs, avec des gens que maintenant, en plus, la plupart, c'est malheureux, ils ont rien à foutre en prison. Il y a des gens, ils ont besoin de soins psychiatriques. Et tu te retrouves avec de tout et n'importe quoi en prison. Du coup, tu apprends des choses, tu fais des connaissances. Et c'est ça, punir. Enfin, et la punition d'une personne, c'est pas un condamné, en fait, à la prison, il y a pas que lui qui est puni, il y a toute sa famille qui est derrière, en fait, qui est punie. Parce que toute sa famille, il va falloir qu'elle assume, que ce soit la mère, et encore, il y a assumé comme ça, et il y a les mères qui ont peur, parce que on parle de la mort, Angelo il est mort dehors, mais je sais qu'il y a beaucoup de morts en prison. Angelo aurait pu être tué aussi en prison, mais la prison, c'est pas une punition pour punir, c'est une punition pour mettre la société à terre, je pense. C'est pas punir pour comprendre, pour arrêter. C'est pour mettre les gens à terre et réduire à rien. C'est tout ce que c'est un système qui tient pas la route. Pourquoi alors il y a pourquoi c'est toujours
plus les années passent, plus on parle de surpopulation, plus on parle de conditions inhumaines, plus on... Il y a rien, il y a aucun avenir, alors si, ils vont faire croire à... Comment ça s'appelle, la... On se remet bien, là, la réinsertion. Voilà, c'est ça. Je sais que c'est leur mot, ça, la réinsertion. Ils en vont tout un... Parce que ça fait vendeur, ça fait on punit, on réinsère, on punit, on réinsère. En fait, ils punissent, mais il n'y a pas de réinsertion, parce que quand tu es puni dans la prison, tu auras toujours des comptes à rendre. Faut que tu ailles voir la skip, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, mais on va pas t'apprendre à t'en sortir avec toi-même ton propre patron, à avoir du boulot, nanani, nanana. Un logement. Non, ça c'est niette. On t'apprend, la réinsertion c'est juste leur rendre des comptes et être encore leur objet, C'est un contrôle. Voilà. C'est te remettre, te réinsérer dans ton régime de contrôle sur lequel tu t'es rebellé, qui t'a mis en prison. Et du coup, la réinsertion, c'est t'accompagner à de nouveau réintégrer ton régime de contrôle. Accepte de te faire contrôler. Il y a quelque chose que j'ai trouvé hyper touchant dans ton livre quand tu décris un peu comment était ton frère, et dans le livre de Didier Fassin aussi, où Didier Fassin il fait un portrait du coup d'Angelo vu par sa famille, quoi. Et moi en lisant ça, je me suis dit ouais, en fait ce qu'on lui a reproché, c'est d'être quelqu'un qui aime bien être dehors, qui aime pas trop rester assis sur une chaise en intérieur. En gros, on lui a reproché d'être pauvre et d'être libre. Oui, on revient toujours au truc, quand tu veux pas être dans la case, c'est que tu veux être libre, et ça, le système, il n'accepte pas qu'on soit libre. Voyageur ou pas, d'ailleurs, tout le monde n'a pas le droit d'être libre. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille, l'émission contre toutes les prisons. Vous venez d'écouter un débat avec Aurélie Garand, et j'ai encore une info à vous donner. Demain, au sein de la Pride, il y aura un cortège anti-CRA et contre toutes les prisons. Le rendez-vous est à 14h30 en haut des marches du cours Saint-Pierre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez laisser des messages pour vos proches emprisonnés, parler de la prison ou partager des informations, vous pouvez nous joindre par téléphone au 07 82 98 43 59. 07 82 98 43 59 ou par courrier à l'adresse Casse-Muraille chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Vous pouvez aussi nous joindre par mail ou sur nos réseaux. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve vendredi prochain à 18h. Au revoir. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59.